Bonsoir Karel et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous voir encore une fois. Vi get es innen, Herr Karel. Merci. C'est moi Merci qui dois beaucoup. vous remercier. Merci beaucoup. Karel, je t'invite aujourd'hui pour essayer d'analyser avec toi les véritables motivations derrière ces frappes menées par Israël contre l'Iran. Aussi, ce question de la probabilité de coordination entre Tel Aviv et Washington, et pour mettre en lumière aussi le piège tendu à l'Iran dans un contexte de guerre de l'information. J'aimerais bien aborder avec toi le rôle troublant de l'Union européenne et la rupture flagrante de la diplomatie française sous la direction d'Emmanuel Macron avec l'héritage gaulien. Une discussion, j'espère, incontournable pour comprendre ce qui se joue vraiment au Moyen-Orient et ses conséquences sur l'équilibre mondial. Car quel regard tu portes sur les récentes attaques israéliennes contre des sites en Iran, contre des hauts cadres militaires, contre aussi des cibles civiles? Sommes-nous face à un tournant stratégique dans la région? Oui, je pense que ce n'est pas la fin de quelque chose, mais c'est malheureusement le début. Et je pense que, évidemment, le narratif des mass médias dans le monde occidental, à force de regarder les infos, on a l'impression que c'est finalement l'Iran qui est l'agresseur, alors que en fait, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que l'Iran a droit, comme tout pays moderne, d'avoir accès à l'énergie nucléaire civile pour son développement. Même les équipes de Tulsi Gabbard, il y a plusieurs mois, ont constaté que l'Iran n'était pas en train de se doter de l'arme atomique. Et en fait, l'Iran a signé le traité de non-prolifération. L'Iran n'a pas d'armes nucléaires, alors qu'Israël a entre 75 et 200 têtes nucléaires. Il n'a jamais signé, il n'a jamais subi de contrôle, ni d'orientation, ni d'accompagnement de la part de l'agence, oui. Non, c'est-à-dire que Kennedy, plusieurs mois avant son décès, sa disparition malheureuse, Kennedy avait demandé, exigé, même menacé de couper toute l'aide à Israël si Israël ne se soumettait pas au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, c'est utile de le rappeler. Et d'ailleurs, M. Netanyahou a tout fait même pour ne pas avoir de programme électronucléaire civil en Israël, parce qu'à ce moment-là, voilà, il faut se soumettre au contrôle des agences de régulation internationale. Donc, alors, moi, je partage donc depuis très longtemps. Moi, j'ai connu dans les années, à la fin des années 70, le mouvement de Lyndon LaRouche, qui déjà évoquait l'idée de ce qu'on appelait le breakaway ally scenario, le scénario de l'allié en rupture de banc, c'est-à-dire que on allait, disons, il y a des gens à Washington et dans le fameux Deep State, c'est-à-dire le complexe militaire-industriel avec la Silicon Valley et la finance de Londres et de Wall Street, qui a toujours considéré Israël comme une grenade qu'on va jeter dans le jardin des gens qu'on veut conquérir dans un schéma de géopolitique. Et donc, comme souvent dans les guerres, même si, soi-disant, vous gagnez, en fait, la guerre, en fait, c'est quelque chose qui vous détruit. Même si vous pensez en train de gagner, vous êtes en train de vous autodétruire. Et donc, la situation actuelle est, à mon avis, encore, disons, c'est évidemment totalement inadmissible qu'Israël, même par rapport aux objectifs affichés de vouloir détruire les capacités d'enrichissement de Fordov ou des bases qui sont profondément enterrées, qui sont à 60 à 90 mètres de profondeur. Aujourd'hui, Israël n'a pas les bombes anti-bunker. Et donc, même avec toutes les frappes
Elle ne peut qu'organiser le chaos. Elle va frapper maintenant la télévision iranienne, la police. Donc ce n'est plus, effectivement, ce n'est plus détruire les installations nucléaires en Iran. C'est carrément donc une sorte de changement de régime. Et là, en fait, quelque part, les masques tombent. Et il y a un rapport que je conseille absolument à tout le monde. C'est un rapport qui a été publié donc en 2009 par la Brookings Institution. C'est un rapport, je vais vous dire le nom, je l'ai là devant moi. Il s'appelle Which Path to Persia? Quelle route, quel chemin pour l'Iran, pour la Perse? Pour les Américains, parlent encore de la Perse. Hein. Quel chemin pour l'Iran? Des options pour une nouvelle stratégie américaine pour l'Iran. Donc, c'est un document d'analyse de 170 pages du Centre Saban de la politique moyen-orientale de l'Institut Brookings de Washington, notamment par des anciens ambassadeurs américains qui ont été en Israël. Et en fait, ce rapport, c'est assez flippant, comme on dit, parce qu'il y a 7 options, donc il y a des options diplomatiques, militaires, de pression, etc., d'intervention militaire. Tout est déjà détaillé. Donc c'était l'époque de Clinton, 2009. Donc vous voyez Clinton, Trump 1, Biden, Trump 2. En fait, on se rend compte que tous les scénarios, je vous rappelle aussi donc les annonces du général Wesley Clark qui avait fait la liste des pays où les Américains voulaient avoir des changements de régime et que le dernier pays sur la liste, c'était notamment l'Iran. Et que pour pouvoir frapper l'Iran, bien sûr, il fallait d'abord faire un travail en Syrie parce qu'un certain nombre de vols et de réapprovisionnement en vol des avions israéliens, il doit se faire sur l'Irak et au-dessus de l'Irak et au-dessus de la Syrie. Et donc, disons, ce qui vient quand on repense les mois et ce qu'on a vu comme évolution en Syrie et au Liban, en fait, on a bel et bien l'impression que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui n'est pas juste quelque part une pulsion soudaine, mais qu'il y a eu des fausses négociations. C'est décrit d'ailleurs dans le rapport. On fait semblant de négocier parce qu'en fait, c'est un peu comme les accords de Minsk en Russie. On fait semblant de négocier parce qu'on va laisser le temps à Israël, en fait. On a laissé le temps à Israël de bien se préparer avec les infiltrations, avec les équipements. Et donc, disons, je suis assez atterré parce que les masques tombent. Et en fait, je pense que je pense qu'on a vraiment fait un grand pas en avant vers un conflit nucléaire plus général, soit par erreur de calcul, soit par le simple fait que M. Trump est en train de s'autodétruire, c'est-à-dire que sa crédibilité, la crédibilité aujourd'hui du président Donald Trump pour Xi Jinping ou pour Vladimir Poutine, cette crédibilité est tombée dans le chiffre négatif. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que quand même il y avait une normalisation entre la Russie, entre la Fédération de Russie et les États-Unis, que les relations allaient se normaliser, que la Chine, bon, c'était un bras de... Moi-même, je vous ai dit sur l'antenne que je voyais un bras de fer commercial avec la Chine, mais pas forcément un conflit dégénérant qui puisse dégénérer dans un affrontement militaire. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce que M. Trump, qui va dire un jour qu'il veut négocier, mais que le lendemain, il dit, bon, on a fait tout fait, c'est excellent. Il a dit à la télévision américaine que c'est excellent, les frappes israéliennes en Iran. Il y a des gens autour de lui qui lui ont bien monté le bobichon, comme on dit, qui l'ont convaincu que c'est les Iraniens qui même ont fomenté des complots pour l'assassiner Trump. Et à mon avis, connaissant ce genre de bonhomme, ces questions personnelles jouent forcément extrêmement lourdement sur sa psychologie. Mais en tout cas, Trump et les gens qui sont en train de le pousser dans ça. D'un côté, les Israéliens veulent entraîner les Américains dans une guerre.
Donc Trump est aussi en train de perdre sa propre base aux États-Unis. Il y a énormément de contestations parce que Trump a été élu par le peuple américain pour mettre fin aux guerres perpétuelles. Et là, ça semble vouloir faire le contraire. Il a dit que c'est pas exclu. Et bon, les navires sont en route, hein. Les approvisionneurs, les approvisionnements, les cargos pétroliers pour les troupes américaines sont en route, hein. Donc, s'il y a une intervention américaine, ce sera ça vraiment le tournant qu'il faut absolument éviter, parce que même si Trump pense que c'est peut-être quelque chose qui peut peser pour vouloir s'imposer à Poutine, c'est quelque chose qui en réalité nous rapproche d'un conflit extrême dans lequel on ne pourra plus sortir. Et à ce moment-là, donc c'est vraiment, et surtout par erreur de calcul et même par des opérations de faux drapeau, si demain les Britanniques, qui sont les maîtres de ce genre d'opération, organisent un bombardement d'un navire américain dans le détroit d'Ormuz ou quelque chose de ce type, les Américains seront entraînés dans la guerre. Et là, à ce moment-là, je ne peux vraiment pas vous dire si on va se revoir pour en parler. Karl, peut-on parler ici d'un acte de guerre prémédité où Israël agit-il dans une logique de prévention sécuritaire ou la notion de guerre préventive comme il le prétend? En droit international, beaucoup de juristes ont confirmé qu'il n'y a pas cette notion de guerre préventive. Non, c'est-à-dire, c'est tout à fait exact ce que vous dites, c'est-à-dire, disons, le général de Gaulle ou les États-Unis, quand ils n'avaient pas perdu la raison, on ne frappe jamais en premier. La défense, c'est pour se défendre. Donc, une frappe décapitante, comme certains le présentent, et certains pensent même qu'on pourra utiliser des armes nucléaires à faible, soi-disant à faible puissance, pour frapper les centres de recherche nucléaire en Iran. Tout cela, c'est totalement illégal, c'est totalement une violation. Alors, le droit international, ça devient du papier de toilette. On est dans une forme de barbarie où c'est par la force, on ne cherche pas la paix, on cherche écraser l'autre pour régner sur une paix des cimetières. Donc de ce point de vue-là, et avec toutes les conséquences par la suite, parce que si la guerre, elle est uniquement des guerres de vengeance ou des guerres de conquête et de colonisation, bah vous payez une génération ou 2 générations de gens qui vont vous haïr et que, disons, vous n'allez pas faire la paix parce que la paix, elle se construit avec la confiance mutuelle. Donc si votre cause est totalement injuste et barbare, bah la haine, la violence engendre la violence, la haine engendre la haine. Donc, les gens qui promeuvent ça vont recevoir 100 fois plus de haine et de violence qu'ils ont infligé aux autres. Est-ce que tu es affirmatif concernant la coordination et l'aval préalable des États-Unis donné à Israël pour attaquer l'Iran? Parce qu'il y a des autres observateurs, il faut que l'État profonde, soi-disant, Trump, il est dépassé, comme ça a été avec l'Ukraine, etc. Peut-être il y a une implication des services de renseignement américains, s'il y a sans autorisation de Trump et tout. Disons, moi, j'ai changé mon point de vue depuis vendredi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu les frappes, il y a eu l'attaque des Ukrainiens avec les missiles sur les aérodromes profondément dans la Russie. On a dit, et Trump lui-même a dit qu'il n'était pas au courant. D'accord ? Donc,
c'est déjà extrêmement grave, parce que soit quand vous avez un président américain… L'harmonisation des méthodes, je m'excuse car il y a l'harmonisation des méthodes, même le colonel Jacquot a évoqué ça, entre cette doctrine d'action ukrainien et israélien, en pleine discussion, etc. On fait, hein, c'est même logique, même mode d'opérateur. Oui. Non, non, sur le plan de la technique militaire, moi je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire, c'est-à-dire que les gens qui suivent l'évolution des méthodes de guerre, en fait, on peut rigoler aujourd'hui des chars, parce que la guerre aujourd'hui, c'est que vous saturez l'ennemi avec les drones, et ensuite vous envoyez des missiles de croisière ou des missiles hypersoniques. C'est ce que les Iraniens sont en train de faire. Hein. Ils sont en train de saturer le dôme de fer sur Tel Aviv et sur Israël. Ils gardent les gros cadeaux vont arriver maintenant. Parce que là, pour chaque drone et chaque missile balistique qui arrive, Israël est obligé de tirer 4-5 missiles pour essayer de s'en protéger. Ça coûte extrêmement cher et bientôt ils n'en auront plus. Et c'est à ce moment-là que l'Iran va probablement sortir les gros calibres de ces missiles hypersoniques. Donc, disons, les Iraniens ont un certain sens de la vengeance également. Maintenant, donc il y a effectivement un modus operandi qui se ressemble. Maintenant, déjà, si vous avez un président américain qui dit « je ne suis pas au courant », alors que les Britanniques ont été en Ukraine pour préparer toute cette opération pendant des mois et des mois et des mois, c'est que Trump, déjà, est un président qui est tenu à l'écart, d'un côté, qui n'écoute pas certains bons conseillers qu'il a, comme Tulsi Gabbard, et où, effectivement, il est en train de mentir. Donc, dans l'un cas ou dans l'autre, c'est déjà extrêmement grave. Avec ce qu'on vient de voir maintenant sur l'Iran, il a dit qu'il était au courant, il a dit que Trump va peut-être dire à Netanyahou tu peux te défendre, tu peux lancer tes missiles, mais il ne faut pas lancer la bombe atomique. Peut-être Trump va dire ça. Trump apparemment a dit il ne faut pas cibler Khamenei, il ne faut pas décapiter le régime iranien. Donc en fait, il accompagne le mouvement. Il va certainement pas l'arrêter. Donc il est sous la coupe des pires à Washington qui sont dans le scénario décrit en 2009 dans le rapport de la Brookings, il y a un certain nombre de régimes qu'il va falloir déloger pour affirmer la suprématie anglo-américaine dans le monde. Et l'Iran, il fallait d'abord s'occuper de la Libye, de la Syrie et tout ça. Et maintenant on y est, donc c'est la prochaine étape, c'est l'Iran et on y est. Et ces gens-là ont mis Trump là. Eux, ils ont aussi été avec Trump. Ils l'ont mis là pour faire ce boulot-là. Donc, la situation est très grave. Comment vous expliquez que l'Europe et surtout la France soutient-elle l'agresseur dans ce conflit? L'agresseur, c'est Israël, c'est elle qui a commencé. Beaucoup d'observateurs pensent que Emmanuel Macron rompt ou trahit ce doctrine diplomatique gaullien qui a été toujours à côté de la légitimité internationale, du respect du droit international. Non, le communiqué du Quai d'Orsay est consternant. Moi, je l'ai lu. C'est un communiqué qui dit, alors là, on est vendredi soir. Ce communiqué dit, Israël est en train de se défendre. Vous voyez, bientôt, Israël va bombarder peut-être l'Indonésie. Vous voyez, parce qu'elle doit se défendre. Donc, alors que c'est quand même n'importe quoi. Disons, bon, vous connaissez les positions de l'Institut Schiller, de Jacques Cheminade et de Madame Larouche, c'est-à-dire depuis que la France, depuis que Nicolas Sarkozy nous a ramenés avec un large soutien de gens qui n'attendaient que ça dans le commandement intégré de l'OTAN, et en plus dans une Union européenne avec Madame van der Leyen qui se croit la reine de la nuit ou la reine de l'Union européenne, si vous voulez, la France quelque part n'existe plus.
si vous dites la France ne fait pas ci, ne fait pas ça, bah oui, elle a renoncé quelque part à exister. Parce que soit elle s'aligne sur l'Union européenne, soit elle s'aligne sur ce qu'on demande de lui au sein des institutions de l'OTAN à laquelle on s'est rallié. Donc, plus que jamais, il faut cette triple rupture une rupture de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro pour redonner, rebâtir un ordre de sécurité et de développement mutuel basé sur la souveraineté nationale des uns et des autres pour avancer ensemble. Donc ça, c'est évidemment c'est ce qui manque le plus. Donc on s'interdit. Après, bon, Emmanuel Macron, au même temps, il veut reconnaître l'État palestinien parce que il voit bien que la politique de Trump, ça crée une ouverture. Disons, tout le monde musulman et arabe cherche d'autres partenaires que les États-Unis pour se faire valoir. Donc, c'est une occasion énorme que la France est en train de rater en restant alignée sur ses positions va-t-en-guerre de Londres et Washington. Karl, d'après toi, y a-t-il encore une chance d'éviter une guerre ouverte? Et quel rôle pour les peuples d'Europe? Répétez la fin, je n'ai pas compris. Et quel rôle pour les peuples d'Europe? Je sais que tu es pour les peuples d'Europe investi dans la mobilisation populaire, la mobilisation de la société civile. Tu as été hier dans la manifestation en Allemagne, etc. Est-ce que les peuples vont jouer quelque chose pour changer cette politique de l'Union européenne, cette politique de guerre, cette politique qui fait la guerre, il ne fait pas, la diplomatie? Je pense que, hélas, on a un régime présidentiel et un régime, un système de partis où, en fait, on ne fait que se diviser pour partager un peu ce qu'on croit être le pouvoir. Alors, quand vous rencontrez un député, il vous dit moi je suis qu'un petit député et en fait j'ai aucun pouvoir, voilà, alors que tout le monde on est prêt à se tuer les uns les autres pour avoir ça et on choisit des sujets pour polariser les débats, pour nous diviser. Je pense que je pense que ce qui n'empêche que par exemple à Bruxelles il y avait 110 000 personnes, c'est-à-dire les peuples ne sont pas indifférents, et il y a aussi une communauté juive qui est en train de complètement se réveiller, aussi bien en Israël qu'ailleurs dans le monde, avec énormément de Juifs et d'Israéliens qui ont honte de Netanyahou d'être dirigé par un bourreau de ce type-là, qui est en train d'amener Israël au suicide. Donc je pense qu'il faut tout faire pour aider le mouvement pour la paix en Israël, pour virer ce régime va-t-en-guerre. Il faut que chaque peuple et chaque nation puisse reprendre une souveraineté, que ce soit au niveau des communes, au niveau des départements, au niveau des États, au niveau des syndicats, dans toutes les institutions. Il faut vraiment que les citoyens, il faut une participation citoyenne pour se faire entendre. Il ne faut pas rester dans son fauteuil devant Netflix. Il faut aller dans la rue et il faut répondre aux cris du peuple. Nous allons publier bientôt un livre écrit par Jacques Chuminade qui s'appelle « Répondre aux cris du peuple », parce que depuis 2005, il y a 15 millions de Français qui ont voté contre la Constitution européenne. On leur a imposé. Il y a des millions de gens qui ont écrit des lettres de doléances que maintenant, finalement, le gouvernement français se sent obligé de les publier. Il y a des millions de gens qui sont descendus dans la rue contre la réforme des retraites. Donc, il y a une énorme demande et c'est plus la question de la gauche ou la droite, c'est vraiment le parti de la paix et le parti de la guerre. C'est ça qui fait le clivage aujourd'hui. Donc, il ne faut pas s'arrêter au clivage formel, il faut des nouvelles alliances et il faut vraiment organiser un sursaut civilisationnel pour se rappeler que voilà, on est des êtres humains, on ne peut pas supporter une planète dans cet état.
quel message pour Gaza aujourd'hui, après 18 mois de génocide, des crimes de guerre, et de liquidation physique en masse, de famine et tout. Aujourd'hui, depuis hier, Gaza est isolé. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de communication avec le monde, etc. Ton message, Karl, pour Gaza, pour l'humanité? Gaza, c'est le miroir du pire de ce que l'humanité peut produire. C'est une chambre de la mort. Aujourd'hui, on met 3 miettes et que les gens veulent venir prendre les miettes ou boire l'eau, ils se font bombarder et tirer dessus. Donc, c'est absolument insupportable. Mais ça ne peut pas être résolu. Il faut un plan de reconstruction, mais en même temps, il faut une reconnaissance de l'État palestinien. Parce qu'il faut, mais pas seulement sur le papier comme une suite de l'apartheid. Il ne faut pas créer un Bantoustan. Il faut créer un vrai pays qui a sa souveraineté, qui peut disposer de son pétrole, de son gaz, qui peut dessaler son eau de mer et avoir de l'eau, qui peut avoir de l'énergie, qui peut avoir un chemin de fer. Je sais que il y a des gens quand même comme Ofer Brunstein qui avait demandé à Alstom de faire une étude pour un chemin de fer à Gaza. Ils n'ont pas fait l'étude de faisabilité. Donc, il faut interpeller, il faut recommencer un débat sur la reconstruction et autour de ça, il y a des Israéliens qui seraient prêts à suivre. Mais pour ça, il ne faut pas céder à ces lobbies de la guerre et il faut que les forces, la société civile se donnent les mains. Si on pourrait réunir dans une salle à Paris ou Genève, réunir 100 entrepreneurs palestiniens, 100 entrepreneurs israéliens, pour qu'ils se parlent, qui montrent que l'humanité existe et qu'on n'est pas dans cet état-là. Quelque part, moi-même à Berlin, je regrette qu'il y a 2 manifestations, parce que je trouve que le peuple, les Palestiniens, les Israéliens devraient manifester ensemble dans la même manif contre les mêmes oppresseurs. Est-ce que tu continues à croire à ce projet, à ce rêve de 2 États? J'ai senti ça même à travers votre conception du partage de l'eau. Est-ce que après ces événements, ces crimes, ces tâches, je m'excuse, est-ce que c'est possible maintenant? J'ai posé une même question à notre camarade aussi, Ilan Pappé et Shlomo Sant. Est-ce que c'est possible, d'après toi, avec ces... Personnellement, je pense que c'est évidemment les gens c'est leur pays, donc c'est eux qui doivent décider ce qu'ils veulent. Personnellement, je pense qu'il faut reconnaître l'État palestinien, il faut une solution à 2 États, mais pendant 15 jours. Et 15 jours après, il faut faire une grande confédération, même avec des cantons, comme en Suisse, où chacun a certains droits et a une forme d'autogestion de sa région, mais ensemble dans une confédération avec un État central qui garantit les droits, une confédération qui garantit les droits égaux à tout le monde. Parce qu'effectivement, du point de vue pratique, disons connecter Gaza, la Cisjordanie, etc., on va faire quoi? On va faire des tunnels, disons, c'est compliqué. Donc, mais il faut commencer par la reconnaissance des 2 États. Et après, on peut immédiatement envisager d'aller plus loin. Donc, quelque part, je suis en train de dire qu'il faut faire les 2 en même temps. Parce que c'est vrai, il y a quand même une grande partie. L'autre confusion qu'il faut lever, c'est entre Israéliens et Juifs. Netanyahou veut faire non pas un État pour des Israéliens, mais un État pour les Juifs. C'est l'apartheid. Donc les Arabes, les Israéliens arabes ou les Israéliens palestiniens, et par exemple à Jérusalem, il y a 30%. C'est pas peu, c'est beaucoup. Qui sont aujourd'hui des citoyens de 2e zone. Donc même s'il y a 2 États, il y a un problème à régler. Et moi j'ai entendu des Palestiniens, Israéliens, qui disaient il faut faire un État pour les Israéliens, tous les Israéliens, y compris les Arabes, qui sont Israéliens. Et sortir de ce division, ce mélange de religion et de politique. Et c'est comme si on disait on va en Allemagne créer un État, ou en Suisse on va uniquement créer un État pour les calvinistes, vous voyez,
On est en pleine folie. Donc ça doit être un État laïque, multiséculaire, où il y a une tolérance, disons, il y a une acceptation mutuelle de la différence. Oui. Oui, car j'aimerais bien, comme un activiste associatif, politique, etc., avoir ton point de vue concernant l'ambiance qui règne actuellement en France. L'acharnement contre les voix pro-palestiniens, contre la liberté d'expression, etc. C'est interdit aujourd'hui même de dire vive Free Palestine. C'est interdit aujourd'hui de dénoncer les crimes contre les Palestiniens. C'est interdit aujourd'hui en France de critiquer Israël. Mais c'est permis, par exemple, de faire l'apologie des crimes, de justifier les crimes. C'est justifié aujourd'hui d'appeler à raser Gaza, à finir le travail avec les Palestiniens, à ne pas faire la différenciation entre civils et les enfants et tout. C'est permis aujourd'hui. On voit ces plateaux de haine, Pascal Pro, Doris Rochepin, ou ce machin. On a vu même le parole donnée à Netanyahou, etc. Ce déclin au niveau de l'éthique, au niveau moral, comment tu peux nous expliquer ce déclin? Moi, je veux bien partager une hypothèse que j'ai, mais si vous la mentionnez, si vous regardez ce passage dans votre émission, il faut bien dire que c'est une hypothèse et pas couper mes paroles ou les présenter en morceaux coupés. Mon hypothèse est la suivante, et c'est pas, en fait, j'y avais pas pensé, mais j'ai entendu cette hypothèse-là, c'est qu'il y a un chantage sur le renseignement sensible. C'est-à-dire que tout comme les Saoudiens, les Israéliens ont infiltré un nombre innombrable de mouvements terroristes, d'accord? Aussi bien, surtout dans le monde arabe. Et Israël, les services de renseignement israéliens livrent régulièrement des informations à l'État français sur les attentats qui sont en train de se préparer. Donc si la France, vous avez vu les réactions de Netanyahou contre le risque que la France reconnaisse l'État palestinien. Ça a été absolument d'une violence incroyable. Absolument. Donc j'imagine très bien que les services, que Netanyahou, voilà, il dit à la France, si vous reconnaissez l'État palestinien, à ce moment-là, moi, je ne donne plus de renseignements sensibles qui actuellement vous permet d'empêcher des attentats sur le territoire français. Vous voyez? Ça, c'est la guerre. C'est la guerre. Et puisque la France est faible, on est soumis à l'Union européenne, on est soumis aux grandes banques, on est soumis à l'OTAN, on est soumis aux Américains, bah on est faible. Et quand on est faible, voilà, à ce moment-là, il y en a qui vont venir profiter de vous. Et donc, et souvent en France, bah, on est encore plus, généralement on est plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que c'est même pas par rapport à des réelles menaces, mais c'est les menaces imaginaires qui fait qu'on s'applique l'autocensure et on veut être bien vu et on bouge plus, quoi. Voilà. Donc, alors là, c'est une hypothèse. C'est pas quelque chose que j'affirme comme étant la vérité absolue et jure que par ça, mais je pense que c'est une hypothèse qui mérite, qui devrait être examinée. Et j'invite vos spectateurs, s'ils ont des informations là-dessus, c'est le moment de déballer un peu le linge sale en public. Merci infiniment, Karl. Ça a été un plaisir de te revoir avec nous. J'espère te trouver prochainement pour des autres thématiques, autour des autres thématiques. Merci infiniment. Vielen Dankeschön en allemand. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Merci beaucoup, Karl. Merci beaucoup. Au revoir. Shalom, shalom, pace, salam. Salam alaikum. Merci beaucoup. Au revoir.